3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Chollet est à nos côtés, directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur associé chez Vital Épargne. À nos côtés également Pierre Bismuth. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Quelques commentaires quand même sur cette séquence de rebond d'automne entamée fin octobre, qui s'est accélérée encore un peu la semaine dernière. Caractéristiques du rebond, qualité du rebond, perspective pour ce rebond qui n'est peut-être pas totalement terminé. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Un peu ce qu'on a vécu l'an dernier, d'ailleurs au même moment, c'était fin octobre, démarrage d'un rebond. Alors on venait pas de la même baisse. Là, on venait quand même de marchés qui avaient baissé effectivement pendant 6 semaines, pendant 3 mois, mais on affichait quand même des performances positives depuis le 1er janvier sur les marchés. Oui, après les performances des indices, on sait que c'est très lié à la concentration de certains secteurs et de certaines valeurs. En revanche, pendant les 3 mois de baisse, c'est la prise en compte d'un scénario macroéconomique qui est moins favorable, qui n'est pas récessif, mais qui tangente les 0,0-. Donc on sait qu'en Europe, quand on n'a pas de croissance, tous les déséquilibres s'accroissent. Déséquilibres budgétaires, financiers, de bilan dont on parle, avec des problématiques sur des obligations souveraines. Et puis, un peu classiquement, je dirais, les marchés, ils vendent la rumeur, ils achètent la nouvelle, et là... Le scénario macroéconomique, il est bien... On achète la rumeur, on vend la nouvelle. Voilà. Oui, c'est ça. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Non, mais on peut faire l'inverse. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'anticipation a été... Oui. On a peur qu'il y ait une récession, qu'il y ait un environnement macroéconomique faible. Il est là. On se prépare à ça. Là, aujourd'hui, il est là. Le chômage remonte, quand même, notamment en France, mais il commence à remonter. On sait que les résultats des entreprises sont corrects, mais l'accélération n'est pas non plus vertigineuse. On reviendra sur les révisions des bénéfices qui, finalement, comme le disait Pierre, sont assez minimes parce que les gros poids de la dette, les grosses masses de résultats, n'ont pas été tellement révisées en baisse. Et aujourd'hui, les marchés ils sont valorisés dans une moyenne tout à fait respectable, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, c'est autre chose. C'est une locomotive de croissance, de valeur créée par la sphère technologique. Ça n'a pas changé. On verra ce soir si ça peut changer, mais il ne faut pas non plus focaliser sur un seul trimestre. Cette tendance technologique... Ni sur une seule entreprise, mais... Voilà, mais elle tire un peu tout. Donc aujourd'hui, on prend en compte ce scénario, et puis on va se projeter sur 2024. Les banquiers centraux, je pense, aujourd'hui, ils se rendent bien compte que plus ils vont monter les taux, plus ils vont détruire la croissance. Et détruire la croissance, c'est détruire l'emploi, c'est créer encore plus de désordres socio-économiques dans un contexte géopolitique qui est encore très incertain aujourd'hui. Il est de moins en moins question de continuer de monter les taux. Et en plus, il ne faut pas oublier que monter les taux, ça crée une distorsion dans la distribution de la richesse, puisque en fait, ça favorise les plus riches, ceux qui ont du cash, et le fait de plus distribuer de crédit, ça défavorise beaucoup les masses, qui sont quand même aujourd'hui, on le voit bien, on reparlera de l'Argentine, mais pris entre des feux du populisme et un contexte de consommation qui reste quand même très moyen, parce que tout le monde ne s'achète pas des sacs Vuitton. Il y a des gens qui ont été frappés par l'inflation. Donc aujourd'hui, le marché en prend acte. D'ailleurs, aujourd'hui, le LVMH n'est plus une locomotive là sur le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que moi, je suis comme Pierre, je n'ai jamais conseillé aux clients de sortir de ces marchés. Il y avait toujours de la valeur. Après, il faut vivre avec 3 mois d'atermoiement, mais vous voyez, les marchés sont quand même très résistants. L'Ukraine, la guerre en Palestine, mais les entreprises produisent toujours des résultats. Je rappelle, l'effet richesse, l'effet cash. Une entreprise comme Apple, si je mets ça au niveau d'une entreprise, c'est 130 ou 150 milliards de cash, rémunéré à 4,5-5%. C'est automatiquement 1 milliard, voire 1,5 milliard de résultats assurés chaque trimestre. Et la responsabilité des banquiers centraux, c'est que l'épargne qui dort ne participe pas à l'appareil productif. Donc, les messages qui peuvent être envoyés sur une baisse des taux, pour relibérer de l'épargne et la réinjecter dans une croissance qui repart, ça, c'est le scénario entre guillemets, un peu rêvé de nous tous pour que 2024 soit une vraie belle année, entre guillemets, solide de croissance macroéconomique et de performance boursière. Et ainsi, la Fed créa le soft landing. Non, mais on est bien dans cette idée-là encore. Pour l'instant, on y est. Parenthèse, là, autour quand même de l'affaire, alors OpenAI, Microsoft, etc. Je sais pas, vous suivez un peu, beaucoup, pas du tout Bon, ça se feuilletonne, alors je sais pas. Les problèmes de gouvernance, Oui. Il me semble, moi, que les problèmes de gouvernance réels sont plutôt au niveau des États et des grandes institutions internationales que... Chez OpenAI. C'est mon opinion. Oui, il y a un problème de gouvernance peut-être chez OpenAI aussi. Non, mais oui, mais je dirais que c'est
un peu anecdotique, sachant que ce qui est important, c'est que le sujet d'intelligence artificielle, qui n'est pas une vraie rupture technologique selon moi, qui est une prolongation des choses qui ont été mises en place. Et c'est bien le problème aujourd'hui, et c'est pour ça que les grandes sociétés technologiques ont toujours du pouvoir, c'est qu'il n'y a plus de réelle rupture technologique aujourd'hui. On vit sur le mouvement, Internet, virtualisation, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'invention comme le moteur explosion. Accélération peut-être, mais comme vous dites, les ruptures technologiques, ça met 20 à 30 ans à transformer le système de production, en tout cas le facteur travail. Donc aujourd'hui, non, moi je ne suis pas assez ce sujet de gouvernance chez OpenAI pour avoir une opinion. Je suis plus inquiet sur la gouvernance je dirais, nationale, internationale, transnationale. Parce qu'on voit bien qu'avec toutes les institutions qu'on a eues, l'OMS, l'ONU, l'Europe, en fait, on a été incapable de prévoir, entre guillemets, de gérer. On a plutôt post-géré, fait des choses. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet, parce que comme on est très nombreux sur cette planète... Allons-y là-dessus, Igor. On est à 15 jours, je crois, de l'ouverture de la COP28. Ça sera très intéressant de voir le rapport de force réorganisé. Je ne tiens pas un propos complotiste, mais moi, ça m'a... le Nord, moi qui aime l'histoire, je suis un petit peu interrogé par ces sujets. Et entre le Sud et les BRICS, qui se sont considérablement élargis, avec un rapport de force assez différent désormais. Oui, et puis avec des conflits... dont on dit qu'ils sont nouveaux, mais qu'ils sont en fait très anciens. On parle du conflit dans la bande de Gaza, mais il a commencé en 1948. Le conflit ukraino-russe, c'est un conflit qui sort du déclin de l'Empire soviétique. Et Dieu sait si en Ukraine, beaucoup d'empires se sont cassés les dents. Mais on voit bien comment ça façonne ou comment ça refaçonne la géopolitique mondiale. Comme la crise dans la zone euro, on ne peut plus les anticiper parce qu'elles sont trop complexes ou que des acteurs privés, parapublics sont trop puissants. Et c'est ça qui est un petit peu gênant pour la poursuite, moi je trouve, de l'humanité, dans un sens très philosophal, mais de l'économie, parce que bon, l'Ukraine, ça a quand même perturbé et dysfonctionné beaucoup de circuits logistiques. Et je ne pense pas qu'au final, cette guerre apporte quoi que ce soit à l'humanité. J'ai jamais entendu parler de sous-profit du secteur. Enfin, si, dans nos métiers, on a parlé de la sous-profitabilité du secteur bancaire, mais sur le plan politique, j'ai jamais entendu personne s'inquiéter des sous-profits des banques européennes pendant 15 ans. Igor, si vous voulez continuer, et puis moi, je veux bien qu'on parle de l'Argentine. Si vous avez de l'appétit pour parler de l'Argentine, c'est toujours intéressant. Non, alors. Sur la dette, c'est pas tout à fait la même chose de s'endetter quand on a intrinsèquement une capacité de croissance comme celle des États-Unis, d'innovation, que la dette que nous on lève pour simplement, entre guillemets, soutenir un système social, tenir les équilibres. Et donc, il y a dette et dette. Bon, après, il y a la qualité de crédit de chaque État. Je pense quand même que, comme tout ménage, il vaut mieux être à 0 ou 0 plus en fin de mois qu'à découvert. Et même si l'effet de levier est un moteur de création de valeur, à ces taux-là, il est beaucoup moins intéressant. Donc, de toute façon, c'est une aide qui sera beaucoup moins importante que par le passé. Donc, c'est un moteur qui a vieilli, donc c'est un moteur qui ne peut plus être utilisé, je pense, comme avant. Après, toutes les grandes peurs, angoisses sur les faillites d'État, bon, on sait bien que la dette publique, ça n'est pas fait pour être remboursé, c'est fait pour être refinancé en permanence. Donc, tant que la population mondiale vieillit et s'enrichit collectivement, il y a des acheteurs toujours plus nombreux d'obligations, parce que quand on est âgé, on prend moins de risques, donc on se porte plus vers l'obligation. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur les États. Je pense que ça réduit les marges de manœuvre de gouvernance budgétaire. C'est ça. Donc ça obère quand même une capacité de croissance. Je parle de l'Europe, même, où en plus on a des épargnants qui sont très frileux, des consommateurs qui épargnent. Et l'épargne, c'est très bien, ça fait vivre nos métiers, mais si on ne la réinjecte pas dans le système, on ne crée pas de croissance. Donc ça sclérose, ça glacifie un peu tout le système. Donc c'est ça qui est, en termes de capacité de potentiel de croissance, je pense qu'on a perdu avec toutes ces crises. Comme l'Europe a perdu son rôle géopolitique international avec ces 2 guerres mondiales, puisqu'on s'est tous fait la guerre, on s'est tous entretués, et là, avec la dette qu'on n'arrive pas vraiment à résorber, alors l'Allemagne y arrive, et encore... parce qu'ils ont des excédents et que là les excédents ça rapporte. Mais... Parce qu'ils ont 1000 milliards de hors-bilan aussi, il faut quand même le dire. Mais non, mais, le modèle budgétaire allemand est quand même bâti sur un hors-bilan qui est 2 fois à peu près le budget fédéral. Comme le système pour tenir une espèce de règle d'or. Comme le système bancaire allemand, c'est-à-dire au c'est ça. Et les Sparkassen étaient toutes... et c'est un fromage pour contourner la règle d'or de l'endettement en Allemagne. Voilà. Après, le deuxième sujet, l'Argentine, c'est vrai que l'Argentine a été un pays très très riche, il y a peut-être un siècle. Bon.
Je ne suis pas spécialiste de la gouvernance en Argentine et sud-américaine, mais on voit bien que c'est des pays qui n'ont pas réussi à s'accrocher à la zone dollar, même si monétairement ils sont obligés de s'y accrocher. Et pourtant, ce sont des pays très riches, intrinsèquement parlant, en tout cas l'Argentine, pour ce qu'on sait de l'agriculture. Mais le populisme, après, c'est un terme qui je pense qu'il ne faut pas confondre populaire, populisme. On mélange un peu tout et rien. Ces gens-là sont élus, donc est-ce que les gens qui les élisent sont populistes? En tout cas, c'est le peuple qui les élit démocratiquement. Donc, je pense qu'il faut s'habituer à avoir ce que je vous disais, des gouvernants qui sont de moins bonne qualité que par le passé, parce que les périodes un peu fastueuses créent des responsables qui sont un peu moins bons, qui créent des périodes de risque et de grande instabilité, où là, on a des hommes politiques qui se révèlent, enfin des leaders qui se révèlent. Là, on voit bien qu'on a vu avec l'exemple américain, bon, pas dire que Trump et Biden soient les présidents américains. Moi, à mon sens, dont on se souviendra, moi je préfère penser à Reagan, Trump, on Kennedy. s'en souviendra, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que Kennedy ou Reagan. Il y a un problème de qualité de la gouvernance, mais on sait aussi qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Donc ça, c'est un propos plus global, mais ça crée quand même ces histoires de droits de douane en permanence. On sait que le protectionnisme, c'est pas là pour accélérer la croissance mondiale. Non. Donc, évidemment, le plus riche, il peut faire ça, mais ceux qui en souffriront le plus, c'est ceux qui ont le moins de croissance. Et malheureusement, nous, en Europe, c'est notre vrai dilemme. Du monétaire aux actions ou voire aux cryptos, je ne sais pas comment on se positionne. Actif liquide, puisque c'est eux qui donnent de la rémunération. Alors, le haut rendement est un peu moins liquide que le crédit. Ça veut dire en creux, parce que ça m'intéresse, c'est pas encore le moment d'orienter vers les clients sur des deals immobiliers ou dans le non-côté. Non, mais je pose la question. Ce genre de choses est en masse terminé. Après, synthétiquement ou de manière très personnalisée, mais je pense qu'il faut se mettre dans la peau d'un cycle monétaire différent. Donc on choisit des classes d'actifs en masse différentes, des allocations qui sont plus dirigées vers la liquidité. Et il se trouve que les liquidités rapportent. Alors c'est vrai que le haut rendement, notamment je dirais dans le secteur financier, qui est un gros émetteur et dont les taux de défaut sont très faibles, parce que c'est aussi un secteur qui est très très encadré, très régulé. Et puis même une banque non systémique comme SVB s'est fait sauver. Il y a beaucoup plus de capital qu'avant. Donc il y a des secteurs qui sont intéressants. Après, moi, étant plutôt de nature investisseur action, même si j'ai fait des obligations, toujours pensé qu'avoir une action correspondait parfois à avoir une obligation de haut rendement, mais qui est capée en termes de performance. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut se concentrer sur l'entreprise, qui est l'agent économique le plus efficient. Donc, voir si on veut rentrer en tant que créancier ou actionnaire. Bien sûr, comme Pierre le disait, les taux ont baissé sur l'obligation souveraine, mais ça reste des coupons très faibles. Donc là, on a des coupons de dividendes, on a des coupons de rendement sur le crédit, qui soient de bonne qualité ou en tout cas de moins bonne qualité. Et puis déserter malheureusement un peu les actifs illiquides, parce que... ça veut dire qu'on ne se réintéresse pas aux small cap? Les small cap, je dirais, c'est illiquide, mais c'est tout petit. Je veux dire, on parle des small cap françaises. Donc, je m'y intéresserai en tant qu'investisseur malin. Et oui, on l'a proposé. Mais ce n'est pas un sujet de marché, la small cap française. Donc, c'est pas une classe d'actifs, quoi. Non, c'est quelque chose de spécialiste et on peut tout à fait faire de la performance, en mettre un petit peu, mais ça ne peut pas être le cœur d'une allocation. Le cœur de l'allocation, je pense, c'est vrai, une diversification géographique, des big caps, du rendement, soit par le dividende, soit par le crédit. Et la liquidité. Et le cash, tout simplement. François Chollet, Montségur Finance, Igor Demac, Vital Épargne, Pierre Bismuth, Myria Asset Management.